L'Assemblée nationale est entrée dans la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Beaucoup de changements ont déjà été faits en commission et les nombreux amendements déposés en promettent encore certainement d'autres. Alors, est-ce que ce sera vraiment un texte de liberté, comme l'a déclaré le ministre de la Justice ? Je poserai la question ce soir au député Yves Médinger, qui est avec moi sur le plateau du Droit en débat. Bonsoir. Yves Médinger, vous êtes député de la première circonscription du Haut-Rhin, et vous étiez sur les bancs de l'Assemblée cette semaine. Avant cela, vous avez été aussi conseiller régional et vous avez siégé au conseil municipal de Colmar, la Venise alsacienne. Alors, j'ai d'abord envie de vous poser une question d'expérience personnelle. Est-ce que vous avez eu à traiter, en tant qu'élu, d'actes ou de faits relevant de ce qu'on pourrait appeler le séparatisme ? Oui, bien sûr, on voit bien ces dernières années une montée en puissance qu'il faut à tout prix endiguer. La France vient de vivre une vague de terrorisme importante ces dernières années qui évidemment doit nous interpeller sur nos fondamentaux et qui doit à tout prix nous faire réagir. En tant qu'élu local, évidemment, on est confronté à ça assez régulièrement, même si je dois dire que, et ça c'est la vision alsacienne qui joue un rôle important, c'est qu'on a pris l'habitude depuis de nombreuses années d'avoir un dialogue interreligieux, ce qui n'existe pas forcément dans d'autres régions, et ce qui apaise plutôt les choses. Mais oui, concrètement, on a de plus en plus de pression. Moi, je l'ai vécu après avoir été 12 ans premier adjoint au maire de Colmar, comme vous le disiez, des demandes de créneaux séparés dans les piscines, de demandes de cantines halal. Il y a ici ou là des demandes qu'évidemment eh bien, on ne doit pas accepter pour ne pas céder à ce qui est une véritable volonté politique derrière cela. Et alors, est-ce que vous arrivez, avec les outils du droit actuel, à réfréner ces demandes, à les juguler, ou alors est-ce que vous êtes parfois contraint d'obéir à des demandes ? Non, globalement, il s'agit d'abord d'une volonté politique des élus. Souvent, l'avancée d'un certain nombre de dérives séparatistes provient aussi du fait, moi je n'ai pas la langue de bois, je vais vous le dire franchement, comme je le pense, d'une forme de lâcheté aussi des politiques et d'une vision un peu électoraliste pour flatter un électorat et se dire qu'on achète des voix. Donc, il y a une volonté. S'il y a une volonté politique de la part des élus, celle-ci doit déjà protéger un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a des trous dans la raquette sur le plan juridique, d'où l'intérêt, en tout cas a priori, du texte qui est actuellement débattu à l'Assemblée. Alors justement, est-ce qu'il contient des mesures, d'après vous, qui sont bonnes ? Si oui, lesquelles ? Alors moi, j'ai, comme d'autres, je sors de l'hémicycle là, depuis maintenant le début de la semaine et tous les soirs jusqu'à très tard, et ça sera tout au long de la semaine, également la semaine prochaine. On a bien entendu, tout est parti en fait du texte de l'intervention du président de la République le 2 octobre dernier au Mureau, qui a fait un certain nombre de constats qui étaient justes. En nommant les choses, parce que souvent, et ces dernières années c'était le cas beaucoup chez nous en France, on n'osait pas nommer les choses. Et quand on nomme pas le problème, qui est celui du séparatisme islamique, eh bien, si on ne le nomme pas, on n'arrive pas à avancer. Et donc le président de la République, c'est vrai, a tenu des propos qui étaient parfaitement lucides, mais je regrette aujourd'hui que ce texte, qui est important, finalement, a un petit peu accouché d'une souris. Il y a des avancées dans le texte que nous discutons actuellement. Il y a des points positifs qui vont un petit peu donner plus de pouvoir aux maires et aux préfets également pour intervenir. Mais sous prétexte de lutter contre un vrai problème, qui est celui du séparatisme islamique, en réalité du lien entre le spirituel et la politique, dans la religion musulmane, ou dans une partie, toute petite partie minoritaire, mais agissante de la religion musulmane, eh bien, on s'attaque à plein de libertés et ça nous gêne, et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, on a déposé un certain nombre d'amendements. Alors justement, vous disiez qu'il faut clairement nommer les choses, mais justement l'islam n'est pas nommé dans le projet de loi, le mot religion non plus d'ailleurs. Gérald Darmanin a dit à l'Assemblée vouloir faire une loi pour les siècles à venir, pour longtemps, pour lutter contre tout type de séparatisme, pas seulement le séparatisme islamiste. Est-ce que ça justifie, selon vous, de traiter le fait religieux comme un tout, de mettre toutes les religions dans le même sac et même de même pas en parler, alors que c'est ce qui est au cœur ? Non, c'est ça qui me gêne. Et c'est tout le problème de ce texte de loi qui, encore une fois, contient un certain nombre d'avancées,
mais qui, parce qu'on voit bien, il y a eu un glissement sémantique d'ailleurs. Au départ, ça devait s'appeler texte sur le séparatisme, et qui était en lien direct avec le discours prononcé, je le redis, par le président de la République. Aujourd'hui, ça s'appelle loi confortant les principes républicains. Donc ce glissement sémantique, il est malheureusement révélateur de l'évolution qui a eu lieu dans ce texte, sans doute parce que la majorité actuelle n'a pas osé aller jusqu'au bout pour éviter des divisions en son sein. Mais du coup, on stigmatise un certain nombre de religions, des religions qui, maintenant, depuis de nombreuses années, ne posent aucun problème dans la sphère républicaine. Et sous prétexte qu'une religion, ou qu'une pratique d'une religion, parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser non plus tous les musulmans, hein. D'ailleurs, je relève que la majorité des musulmans sont eux-mêmes stigmatisés par les dérives séparatistes d'un certain nombre des leurs. Donc c'est aussi pour protéger d'ailleurs les musulmans qui majoritairement exercent leur foi dans des conditions normales. Donc on porte atteinte à la liberté d'un certain nombre de religions. Moi, je l'observe dans le texte, on parle plus de laïcité que de radicalité. Je crois que c'est révélateur, malheureusement. Et alors, justement, le ministre a dit que c'était un texte de liberté. Est-ce que c'est vraiment un texte de liberté ou c'est pas quand même une succession de normes répressives qui s'appliquent à tous, justement, de manière un peu trop radicale? Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème, dans la mesure où, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est un petit texte qui, non seulement n'atteint pas les objectifs qui sont fixés, qui est de lutter contre le séparatisme islamique, mais qui en plus va gêner des religions qui aujourd'hui fonctionnent très bien, et parce que, évidemment, moi je suis attaché à la liberté de culte, à la liberté religieuse, et celle-ci, globalement, aujourd'hui, s'applique très bien depuis... je veux dire, le débat a eu lieu au moment de la loi de 1905 et même avant. La religion juive avec le concordat chez nous, en tout cas, et même ailleurs, ne pose aucun problème. Les cultes protestants, catholiques non plus. Mais on a un problème avec l'islamisme musulman. Et en plus, ce texte de loi porte atteinte à d'autres libertés qui sont également la liberté d'enseignement. Oui, pensez à quoi ? Je pense à l'article 21, contre lequel alors je suis totalement vent debout et j'ai déposé un amendement pour le faire supprimer. En France, depuis Jules Ferry, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais pas l'école. Ce qui permet encore jusqu'à présent à certaines familles de faire un choix, qui est le choix de l'instruction en famille. Dans 99% des cas, ce choix ne pose aucun problème. Mais parce que ici ou là, on a observé certaines dérives dans certaines familles, musulmanes, mais qui c'est pas le fait qu'ils soient musulmanes, encore une fois, qui pose un problème, mais à des fins politiques, eh bien on s'attaque à l'ensemble de l'instruction à domicile. J'y suis totalement opposé. Alors je reviens au problème des conversions qui me semble être un problème justement en lien avec l'islam radical. C'est présent en France, de plus en plus de témoignages, les conversions forcées ou le fait d'empêcher quelqu'un de se convertir. Alors le projet de loi aggrave les peines en cas d'entrave à l'exercice du culte, comme pour les autres entraves d'ailleurs à la liberté d'enseignement. Mais finalement, en France, la liberté de conversion n'est pas clairement garantie. Changer de religion, c'est un droit qui existe en droit européen, mais pas en droit français. Et on sait quand même qu'il y a un très grand nombre de pressions familiales dans des familles islamistes. Si un membre de la famille, un enfant, déclare vouloir changer de religion, quitter l'islam pour devenir agnostique ou embrasser une autre religion, il subit des pressions, des violences, il est parfois obligé de s'exiler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mieux protéger cette liberté fondamentale et ce droit de changer de religion, en fait? Oui, si vous faites allusion au délit d'apostat, hein, oui, qui est présent dans la loi et qui, là encore, illustre le fait que, sous prétexte de lutter contre une dérive, les propos que vous avez cités sont justes, malheureusement, eh bien, on va s'en prendre à l'ensemble de la liberté de conscience. Et c'est ça qui pose un problème. Mais, vous savez, le problème de ce projet de loi, c'est qu'il arrive à un moment où il aurait fallu, c'est ce qu'on a défendu d'ailleurs avec les collègues membres des Républicains, modifier la Constitution. Parce qu'effectivement, par rapport à la Constitution française, de nommer les choses de manière plus précise aurait sans doute posé un problème et aurait été sans doute retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui. Raison pour laquelle nous avions demandé, sur un certain nombre de points, une modification de la Constitution pour pouvoir aller plus loin sur ce texte qui est encore une fois un texte extrêmement important. Il arrive à un moment
où la France est véritablement confrontée, la France, mais pas que la France, l'Europe, au sujet de la montée en puissance de ce séparatisme islamique. Et je reviens à la gestion du Covid et les restrictions sur la liberté de culte, justement. Est-ce que l'attitude du gouvernement, quand même, l'année dernière, ne montre pas que la liberté de religion n'est pas sa priorité, ou alors qu'il la considère peut-être quand même pas comme un bien Je vais vous dire mon sentiment qui me gêne. C'est que on a un problème qu'on vient d'énoncer, sur lequel je ne reviens pas. Et c'est l'occasion à la fois pour des extrémistes de s'en saisir pour faire leur miel politique, mais c'est également l'occasion pour certains extrémistes laïcs aussi, parce que ça existe encore, et certains de retrouver une tribune et d'en profiter pour enfoncer un coin dans les religions. Et moi, ça me pose un problème, parce que la République permet et doit même soutenir la liberté de conscience. Et ici ou là, certains profitent de cette occasion de ce projet de loi pour la remettre en question. Alors, je ne sais pas si vous pensiez à Jean-Luc Mélenchon, mais je voulais parler de lui. Évidemment, notamment. Pour parler aussi de la loi de 1905, puisque à chaque fois à l'Assemblée nationale qu'il est question de la loi de 1905, on reparle de l'Alsace-Moselle. Le débat est récurrent, et donc il a proposé, Jean-Luc Mélenchon, à nouveau d'abroger le concordat, et donc le statut particulier dont jouissent les 3 communautés religieuses en Alsace, protestants, catholiques, juifs. Et j'avais envie de faire un parallèle pour réfléchir, parce qu'on sait que l'Alsace est une région qui a une identité forte quand même, que la loi de séparation de 1905 ne s'y applique pas. Il y a eu une petite tentation séparatiste ou indépendantiste alsacienne, mais finalement la République, vis-à-vis de l'Alsace, n'est pas venue avec ses gros sabots, avec une loi pour abroger tout le patrimoine alsacien. Elle s'y est prise autrement, et aujourd'hui, l'Alsace, je pense, et la Moselle sont pleinement français. Est-ce que l'Alsace et la Moselle n'illustrent pas le fait qu'il y a peut-être d'autres solutions pour être pleinement français ? Mais j'ai eu ce débat, comme je suis membre de la commission spéciale qui a instruit le projet qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle, depuis lundi, j'ai eu ce débat-là avec Alexis Corbière qui répète les mêmes propos que Mélenchon et régulièrement qui attaque le concordat, qui attaque le droit local, qui trouve que c'est pas normal. Je lui ai dit qu'à la fois c'est mépriser l'Alsace. Effectivement, l'Alsace n'était pas française en 1905, mais c'est pas de la faute des Alsaciens. Les Alsaciens ont été, au gré des ballottements entre la France et l'Allemagne, des victimes non consentantes de cette situation-là. D'une part, donc, c'est l'histoire, et M. Mélenchon est un féru d'histoire, il devrait le savoir. Ensuite, c'est méconnaître le droit, parce que le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision de 2011, considère que le droit local fait partie intégrante du droit français. Le Conseil d'État l'a également reconnu sur le plan de la laïcité en matière d'éducation. Donc le droit local fait partie intégrante du droit français. Il est le fruit de l'histoire. Et c'est la richesse aussi de nos régions de ne pas être uniforme comme le souhaitent un certain nombre d'élus, dont ceux que vous avez cités. Donc il faut qu'on soit extrêmement réactif là-dessus. On l'est. Globalement, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup questionné... l'Institut du droit local. J'ai eu des contacts aussi avec Monseigneur Ravel sur le sujet, avec mes collègues aussi. Je ne suis pas très inquiet en l'état actuel du texte, notamment l'article 31, pour moi ne pose pas réellement de problème. En revanche, je sais que nous aurons ce débat dans l'hémicycle. Et moi, ce que j'avais répondu à Alexis Corbière, c'est « Venez en Alsace, vous vous rendrez compte que justement le concordat permet ce que je disais tout à l'heure, ce dialogue spirituel, ce dialogue interreligieux qui s'intègre parfaitement dans les lois de la République, qui ne pose aucun problème, au contraire, qu'il est apaisé chez nous beaucoup plus qu'ailleurs, et qu'on ferait mieux de s'en inspirer, effectivement. Alors, dernière question sur le laïcisme, justement, Alexis de Corbière. Est-ce qu'avec ce texte, on n'aurait pas une religion républicaine qui deviendrait en quelque sorte obligatoire ? J'explique la question. On a vu qu'il y a un vrai problème d'islamisme, de radicalité. Mais finalement, la laïcité a toujours été promue en quelque sorte comme une condition, un espace de neutralité pour que chacun ait ses valeurs respectées. Là, avec ce texte, est-ce qu'on n'a pas une sorte de religion, de principe qu'il faut accepter de manière officielle pour être intégré ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça d'une sorte de religion républicaine ?
Aujourd'hui, les laïcards, parce qu'il y a des extrémistes chez les laïcs, effectivement, essayent de profiter de cela pour aboutir à imposer effectivement la laïcité au détriment de toutes les religions. J'ai envie de dire aussi qu'aujourd'hui, on nous impose une religion de la nature, c'est un autre sujet, mais quand même, on tend à remplacer les religions par d'autres dogmes. Or, les religions ne sont pas uniquement un dogme, c'est aussi une façon... Enfin, on a besoin de notre vie de nous raccrocher à quelque chose. Ce dont on manque le plus dans notre société, c'est de pouvoir se raccrocher à quelque chose de positif. Les religions, c'est quelque chose de positif. Et si on veut nous supprimer ça, on nous coupe de nos racines, mais on nous coupe aussi de notre spiritualité, et c'est pas souhaitable du tout. Merci beaucoup, monsieur Yves Terringer, d'avoir été sur le plateau d'RCF. Avec plaisir. Merci également à Nicolas à la régie, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur RCF Alsace.